sous l'effet de la sécrétion de progestérone en deuxième partie, les glandes ont des sécrétions qui diminuent considérablement et la glaire devient dense et elle n'est plus, c'est une augmentation des liaisons entre les fibres d'acide hyaluronique qui la composent et elle devient imperméable aux spermatozoïdes. Les obstétriciens disent donc cette glaire fait un bouchon muqueux au cours de la grossesse. Si la grossesse survient, la glaire forme un bouchon muqueux qui a pour objectif de fermer carrément. On ferme le magasin pour 9 mois. Ça ferme l'orifice du col. C'est le bouchon muqueux qui est formé par la glaire sous l'influence de la progestérone. Alors, il y a des techniques. Vous savez que pour les femmes qui veulent avoir une contraception, mais il y en a que l'on ne veut pas pour des raisons X ou Y inondées de stradiol. Vous savez que vous connaissez le mécanisme de la contraception. Il s'agit de faire croire à l'organisme que l'ovulation a eu lieu. Donc on donne de l'œstradiol, de la progestérone, comme ça le rétrocontrôle fait qu'il n'y a pas de gonadotrophine. Mais pour des femmes à qui on veut, pour des raisons ou pour une autre, pas donner des quantités d'œstradiol parce que c'est un risque thrombotique par exemple, on peut donner de la progestérone en continu. De la progestérone en continu, donc on transforme la glaire en une glaire sécrétoire, donc imperméable. C'est bien, mais il faut faire vachement gaffe. Vachement gaffe. Parce que par exemple, il y a des mini-glaires, enfin c'est des mini-pilules. Les pilules sont de la progestérone permanente. Il ne faut surtout pas en oublier une, parce que dès qu'on en oublie une, le stradiol est là et hop, refait la glaire filante. Donc si on oublie une fois sa pilule, ça peut être fatal. Mais par exemple, chez la femme qui vient d'accoucher, vous connaissez la période du retour de couche. Le retour de couche, c'est les premières règles après l'accouchement. Il faut que l'axe hypothalamo-hypophysaire se remette en route, etc. Alors d'abord, si en plus la femme allaite, il va y avoir un rétrocontrôle qui fait que il ne va pas y avoir de cycle pendant un petit moment, sous l'effet de la prolactine. Simplement, le retour de couche, ce qu'on appelle le retour de couche, c'est la fin du premier cycle. D'accord ? Fin du premier cycle veut dire que l'ovulation a eu lieu 10 jours auparavant, 10-15 jours auparavant. Donc si la femme ne veut pas redevenir ipso facto enceinte, qui des fois est dans l'intention des femmes, de ne pas redevenir tout de suite enceinte, soit elles sont contraintes de ne pas avoir de rapport sexuel ou pas ou prendre des préservatifs, mais sinon c'est la période au cours de laquelle on donne de la progestérone, simplement de la progestérone, pour éviter les imprégnations œstrogéniques extrêmement importantes, notamment sur le lait pour le bébé s'il allait. Mais donc on fait des mini-contraceptions comme ça. C'est la période où on la donne le plus. Deuxième caractéristique de ces glandes, les spermatos passent dedans et restent 24 heures à l'intérieur. Les glandes de l'endocole. Les spermatos ne montent pas tous dans la glaire directement. Il y en a qui se mettent dans les glandes de l'endocole et qui montent secondairement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il va y avoir pendant 48 heures des spermatozoïdes actifs dans le tractus génital de la femme. Alors là, on vous a mis en haut à droite un col qui est normal. Donc on voit la zone de transition. Et là, vous avez un ectropion. Un ectropion, c'est quoi? On voit souvent chez la femme qui a accouché, mais sur celle qui a accouché, vous vous rendez compte, la tête d'un bébé, ça fait quand même 40 cm à la périphérie de la... Donc le col, qui est... Vous voyez, allez, quoi, tout cassé, ça fait 1 cm, ça. Ça fait 1 cm, ça aplatit d'avant en arrière. Ça s'ouvre à 40 cm de circonférence. Donc c'est une déformation absolument colossale. Et il peut y avoir
une exposition de la muqueuse de l'endocole aux conditions du vagin. Mais le vagin, il est acide, donc on peut avoir un ectropion assez facilement, comme vous avez ici et tout sur la figure du bas. Vous voyez que la muqueuse ici est irritée par la présence d'un épithélium de l'endocole à l'extérieur. On avait mis aussi des œufs de Naboth. J'ai vu qu'il y a des œufs de Naboth. Les œufs de Naboth, c'est une hypertrophie des glandes de l'endocole qui viennent saillir sur l'exocole. Donc ça fait un espèce de petit œuf. Enfin, on appelle ça des œufs de Naboth, mais ça n'a pas grande particularité. L'ectropion est plus important. Et retenez bien le problème de la zone de jonction. Alors, en fonction de l'imprégnation hormonale de la femme, il va y avoir des modifications de la glaire, il va y avoir également des modifications de la muqueuse vaginale qui permet de faire un index cariopycnotique de la muqueuse vaginale et de déterminer à peu près le moment du cycle dans lequel on est, s'il y en a besoin. On a un score d'Insler qui est fait comme celui-ci, en fonction de l'ouverture du col, entrouvert, perméable ou franchement ouvert en fin de phase proliférative, l'abondance de la glaire, faible, moyenne ou très importante, la filance. Alors la filance, la filance de la glaire est étudiée. Alors je fais ça parce que souvent les femmes font ça. On met de la glaire entre deux doigts, puis hop, on écarte les doigts, on voit la persistance du filament. Donc on peut savoir si c'est 4 cm, 7 cm ou plus de 8 cm en fonction du fait que la glaire s'étire ou pas. Mais sinon, si on ne le fait pas avec les doigts, on peut le faire avec une pince. Il y a des pinces qui sont faites pour la filance de la glaire. Et la cristallisation, c'est-à-dire que quand on les met à sécher sur une lame, il va y avoir une cristallisation en feuilles de fougère, ou alors une cristallisation débutante, linéaire, partielle ou complète. Complète, c'est celle que nous avons au-dessus. Et nous avons des scores qui permettent de voir à quel moment du cycle on se trouve. C'est important pour dater les cycles et puis pour la cytologie vaginale. Alors, le vagin, l'organe de la copulation, c'est un conduit qui est musculo-élastique, donc qui s'abouche en bas à la vulve et qui, dans le fond, comprend le col de l'utérus et les cul-de-sac vaginaux de part et d'autre. Alors, elle a une couche musculaire extrêmement importante, circulaire interne, longitudinale externe, donc c'est une couche fibromusculaire. Il y a un adventice qui est riche en fibres élastiques. Le chorion sous-muqueux est donc très vascularisé. Et l'épithélium est un pavimenteux donc stratifié non kératinisé, un épithélium malpigien, dans lequel il va y avoir une synthèse de glycogène en fonction des périodes du cycle. Le chorion est extrêmement abondant et la muqueuse fait des replis. Et cette muqueuse est le plus souvent acide, ce qui a un effet antiseptique contre la prolifération de germes, puisque le vagin est ouvert à la vulve et donc il n'est pas stérile du tout. Mais il est important qu'il ne soit pas le siège d'une prolifération microbienne pathogène. Sinon, on va retrouver une flore extrêmement abondante qui s'appelle la flore de Doederlein à l'intérieur, qui occupe le vagin de manière à ce qu'il y ait une écologie qui soit adéquate. Fait, elles sont en train de causer, attention, ça va tomber. Fait important, quand je dis fait important, il faut retenir, vous marquez sur vos cahiers.
fait important, la vascularisation, la muqueuse vaginale n'est pas simplement faite pour la copulation. Si elle n'était faite que pour ça, c'est déjà vachement sympa, mais elle n'est pas faite que pour ça. Elle absorbe également. La muqueuse vaginale absorbe. Et le système vasculaire est particulièrement important parce que le système vasculaire veineux fait un système porte avec la vascularisation utérine. Ce qui fait que ce qui est absorbé au niveau de la muqueuse vaginale va avoir un passage premier au niveau de la muqueuse endométriale. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Pourquoi? Pour deux choses. La première, qui est physiologique, c'est que la femme développe une adaptation immunologique aux épitopes de son conjoint. Enfin, de celui avec qui elle a le plus souvent des rapports sexuels, quoi. Ce qui fait que lors de l'implantation d'un embryon qui viendrait de cet homme, il y aurait une adaptation immunologique, la moitié des tissus de l'embryon est étranger à la femme, on est bien d'accord? Parce que c'est la moitié vient une bonne partie vient du mari, enfin, du conjoint, du père. Donc théoriquement, il devrait y avoir un phénomène de rejet immunologique. Vous êtes d'accord? Il devrait y avoir un phénomène de rejet. Bon, comme ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une adaptation aux épitopes du père. Mais cette adaptation est d'autant plus importante que les rapports sexuels ont été nombreux avant que la grossesse ne s'implante. Au contraire, une grossesse qui survient lors du premier rapport avec un gars forcément bien sûr, lors du premier rapport avec ce sont des grossesses qui sont plus compliquées, parce qu'il y a moins de phénomènes d'adaptation immunologique, et si la grossesse survient quand même, c'est les grossesses qui sont plus compliquées, d'hypertension artérielle, d'éclampsie, de retard de croissance intra-utérin. Donc, je ne plaide pas spécialement pour avoir des rapports débridés complètement fréquents si vous ne le souhaitez pas, mais c'est vrai que pour la tolérance de la grossesse, c'est bon. Les grossesses dites, alors, des viols, bien évidemment, parce que par définition quasiment, on ne connaît pas les gens ne se connaissent pas. Les grossesses de la nuit de noces, dites de la nuit de noces, c'est-à-dire du premier rapport sexuel, sont des grossesses qui sont de ce fait-là plus compliquées. Et il y a aussi un truc que nous faisons bien malgré nous, c'est avec les spermes de donneurs. Quand dans un couple, l'homme est complètement stérile et qu'on est obligé de prendre un sperme de donneur, vous savez que la loi en France fait que le donneur est anonyme. Bon, accessoirement, il est gratuit également, mais enfin, ça, ce n'est pas le problème qui nous concerne là. Mais le donneur étant anonyme, on transfère le sperme de cet homme dans l'utérus d'une femme qu'il ne connaît pas et réciproquement, et ce sont des grossesses qui sont relativement compliquées, justement, d'hypertension artérielle, retard de croissance, d'éclampsie, de machins comme ça, etc. Donc retenez bien ce phénomène d'adaptation aux épitopes du conjoint. Deuxième chose importante, alors quand on fait des assistances médicales à la procréation et que l'on fait des stimulations hormonales extrêmement importantes, donc pour sauver de l'atrésie les follicules tertiaires qui iraient à l'atrésie, on est bien d'accord, eh bien on donne des imprégnations œstrogéniques extrêmement importantes. Or, la muqueuse est le résultat d'une balance entre l'imprégnation œstrogénique, mais également la sécrétion de progestérone, de manière à induire la transformation sécrétoire de l'endomètre. Et si on ne donne pas de progestérone dans la deuxième partie du cycle, eh bien, il risque d'y avoir un tel déséquilibre que les grossesses ne se maintiendront pas.
dans un premier temps. Donc, les gynécologues ont l'habitude de faire ce qu'ils appellent une supplémentation de la phase lutéale par de la progestérone. Comment est-ce que nous faisions avant? Eh bien, on donnait de la progestérone péros. Mais la progestérone péros à une jeune femme, pour avoir des taux utérins extrêmement importants, il fallait donner des quantités considérables, ce qui introduisait des nausées, des vomissements, des malaises, des choses comme ça, etc. Donc, ce n'était pas bien. Mais grâce à cet effet de premier passage et de concentration au niveau de la muqueuse utérine, ben maintenant on donne des ovules vaginales. Des ovules vaginales, absorption par la muqueuse vaginale, premier passage utérin, effet maximum, avec un taux sérique relativement faible.